Et donc, ça se voit et surtout, ça se mesure à votre présence et merci beaucoup. On a effectivement, avec Philippe Romac qui prendra la parole après moi et la CNSA, depuis de travailler sur notamment le dossier unique d'admission. On avait, nous, une initiative locale, hein, le DUDA, qui avait été mis en place, mais là, on doit passer donc au DUA. Et pour nous, il est utile effectivement d'arriver à avoir ce dossier unique pour plusieurs raisons. Je rappelle, comme a dit Madame Allais, que évidemment vos micros seront ouverts, parce que l'idée, c'est pas d'avoir de la censure, mais bien d'avoir un échange après sur les difficultés ou les remarques que vous pourriez faire sur cette présentation. On doit vraiment avoir une vision fine de l'adéquation de l'offre et la demande. On s'est rendu compte ces derniers temps que parfois les chiffres donnés n'étaient pas toujours les chiffres les plus fiables sur lesquels on pouvait s'appuyer. Pour nous, c'est important avec l'ARS et la CNSA de pouvoir savoir réellement, notamment dans la création de places, quelles sont les situations plutôt plus près du terrain. Je pense que le dossier unique d'admission sera une manière de encore continuer et cranter dans la manière de travailler ensemble et j'y suis particulièrement attachée. Je ne peux pas, puisque j'ai un large auditoire de personnes dans le champ de la personne handicapée, ne pas vous faire un petit point, puisque j'en profite à chaque fois que je peux vous voir, pour vous dire qu'à lundi, après la commission CDAPH, nous étions arrivés à 13 277 dossiers, quand on sait qu'on était à plus de 36 000 dossiers il y a 18 mois. Donc, j'en profite aussi pour remercier les professionnels de la MDPH et la CNSA, évidemment, qui ont mis des moyens complémentaires non négligeables pour nous permettre de sortir de cette ornière ô combien difficile. Donc, on est à peu près encore à une moyenne qui n'est pas très satisfaisante parce que nous avons encore des dossiers anciens, notamment les dossiers primo-demande adulte d'AH où il faut établir un taux. Et comme nous manquons un peu de temps médecin, c'est vrai que ces dossiers-là sont un peu plus longs. Et donc, par conséquent, et en plus des dossiers qui sont comme ils sont anciens parfois, qui nécessitent d'avoir des documents un peu plus récents pour prendre la meilleure décision. Donc, aujourd'hui, on a une moyenne qui n'est pas encore très, très bonne, mais on est à peu près sur les nouveaux dossiers en renouvellement sur entre 2 et 3 mois. Donc, au-delà, en deçà de ce que nous demande le législateur. Donc 13 277 dossiers, c'est ce qu'on s'était engagé à la fin de l'année d'avoir. Je reste très prudente parce que la vie n'est pas linéaire et que donc on fait attention, et je l'ai dit à la directrice Caroline Dartour, qu'on ne retourne pas dans de vieux démons qui pourraient nous mettre en difficulté. Donc j'en profite pour dire merci vraiment à tous ceux qui ont permis cette satisfaction d'avoir, et surtout cette réponse à l'usager ô combien nécessaire. Voilà, je ne serai pas plus longue parce que c'est une réunion technique et je ne veux pas être trop longue, c'est plutôt place aux échanges. Et je cède volontiers la parole à M. Romac. Merci, Madame la vice-présidente du département de la Seine-Maritime, chère Florence. Bonjour à tous. Voilà, c'est une année 2026 qui démarre de bon augure. Donc, évidemment, on se souhaite collectivement les vœux et une excellente année et surtout, évidemment, un déploiement du DUA qui soit réussi dans notre territoire. Quelques mots peut-être pour dire l'attention que nous avons portée depuis plusieurs années avec le département, avec l'engagement de Florence Thibaud-Doreno, avec l'engagement de la MDPH, Caroline Dartois, Frédéric Beignet notamment, l'attachement qu'on a à essayer d'améliorer le parcours des personnes handicapées sur ce territoire. Alors, ça a été dit à l'instant par Florence Thibaud-Doreno, il y a une étape importante qui est la constitution du dossier et la transmission à la MDPH. Même sur cette phase-là, évidemment, on sait qu'il y a besoin d'accompagnement et vous savez, on est en train d'expérimenter sur le territoire du Havre la possibilité d'accompagner mieux les familles sur la question du certificat médical. Donc, ça veut dire aussi accompagner un peu mieux les médecins dans cette complétude du certificat médical. Donc, on teste, on expérimente et on essaye avec un infirmier pivot, infirmier relais qui complète.
ce dossier. Et puis, il y a une autre étape, et c'est celle qui nous intéresse, et cette étape, elle est évidemment cruciale aussi. Une fois effectivement qu'on a une notification de la MDPH, eh bien, il reste à trouver l'établissement. Une notification ne donne pas immédiatement effectivement un service, une place, et derrière, il y a nécessité, vous le savez bien, de contacter les établissements. Et force est de constater que cette phase-là, pour les familles, pour les usagers, c'est une phase qui est très délicate et qui est très difficile. C'est un département en Seine-Maritime qui est très engagé sur ces sujets, avec 3 communautés 360 qui sont très impliquées, avec l'ensemble des établissements. On vous remercie d'être nombreux aujourd'hui, qui tentent et qui essayent effectivement, vis-à-vis des familles, d'améliorer un peu ces échanges et ce parcours. Mais évidemment, cet outil informatique, ce dossier unique d'admission porté par Via Trajectoire va vraiment nous y aider, et on s'en réjouit. Donc voilà, je pense que les familles, je l'espère en tout cas, auront au moins satisfaction d'avoir des démarches simplifiées, une meilleure visibilité, une meilleure connaissance, un meilleur suivi de leurs demandes. Et puis, je termine là-dessus. Évidemment, avec la mobilisation du département de Seine-Maritime, il y a la question du nombre de places, de l'ouverture de places nouvelles. Et vous le savez, sur le plan 50 000 solutions, eh bien, il y a des moyens nouveaux depuis l'exercice 2024 qui sont déployés sur le champ enfant et sur le champ adulte, et donc partagés sur le champ adulte avec le département de la Seine-Maritime, qui est le département en Normandie qui accompagne le plus l'ARS dans ce déploiement. On a 500 nouvelles solutions qui ont été mises en place depuis la rentrée de 2024 à l'échelle de la Normandie. Donc voilà, c'est assez significatif. Et pour prendre juste un exemple, puisque vous savez que c'était un des sujets majeurs pour nous, les IME en Seine-Maritime, on a ouvert 40 places d'IME depuis la rentrée de septembre 2024. Et donc, c'est un effort effectivement utile et nécessaire que nous essayons de déployer. Voilà. Donc, je remercie, je termine là-dessus, je remercie évidemment les acteurs engagés sur ce projet, bien sûr le GRAD Normandie Santé, et bien sûr la CNSA qui nous avait fait le plaisir aussi de venir nous voir dans un de nos codex, comité départemental exécutif, qu'on réunit régulièrement autour du champ du handicap. On avait présenté des travaux que nous avions initiés avant le déploiement de ce DUA. On avait nous-mêmes essayé d'avoir un outil effectivement de dossier unique d'admission. Donc voilà, on est content qu'aujourd'hui ça converge et qu'on puisse en 2026 voir ce déploiement dans l'intérêt des usagers et des familles. Voilà, merci à tous. Merci. Je vous remercie. Oui. Je vais pouvoir... Thibaut Doreno, Monsieur Romac, pour ces propos introductifs. On va laisser la parole à la CNSA qui va faire un peu la genèse de ce projet, nous rappeler dans quelle dynamique ça s'inscrit. Et donc, nous pouvons passer la parole à Monsieur Desmoulins. Je vous laisse activer votre micro si ce n'est pas déjà fait. Ça arrive, j'avais fait le bon élève en coupant mon micro. Et pour le coup, j'ai oublié de le réactiver. Donc, je disais donc bonjour à toutes et à tous. Jean-Étienne Desmoulins, directeur du programme SIMDPH, un poste que j'occupe depuis un peu plus de 3 ans maintenant à la CNSA. Avant toute chose, j'en profite à mon tour pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence très bien avec cette magnifique réunion de lancement du portail particulier du DUA. Très content de vous retrouver pour cette occasion. Donc effectivement, le DUA, parce que je peux en parler un peu avec un regard extérieur puisque je n'ai pas été à l'origine, en tout cas du projet côté CNSA, je l'ai pris en cours de route. Ce que je trouve extrêmement intéressant dans cet outil, c'est que c'est un outil qui est né du terrain. C'est pas quelque chose qui a été imaginé par la CNSA, c'est quelque chose qui a été imaginé par vous, par l'écosystème, par les ARS et GRAD. Les précédents collègues qui étaient à ma place avant et la CNSA ont trouvé très intéressant de pouvoir le porter au niveau national et d'en faire un outil disponible pour tout le monde. Donc il est vraiment né d'un travail avec le terrain, avec l'ensemble de l'écosystème, et je trouve ça extrêmement intéressant dans ce sens. Alors bien entendu, la CNSA a un rôle de
promotion autour de cet outil, parce qu'on est vraiment sur un outil informatique, ça reste un outil, il va falloir s'en servir maintenant qu'il a été jugé suffisamment satisfaisant pour s'en servir en production et le mettre en visibilité de tout le monde. Et donc notre volonté aujourd'hui, c'est vraiment qu'il se déploie. L'ensemble des personnes, enfin des entités qui ont travaillé sur ce sujet ont investi du temps et de l'argent. Et comme je disais, c'est quelque chose qui fonctionne bien aujourd'hui. Et donc, il est vraiment important qu'on puisse s'en servir, parce qu'un outil qui ne sert pas, c'est juste un échec. Or là, on est sur une belle réussite, je trouve, c'est mon avis, j'espère qu'il sera partagé largement. Donc, on a vraiment une ambition forte à ce que ça puisse se déployer rapidement, et on verra pourquoi aussi il est intéressant que ça puisse être ouvert massivement dans l'ensemble des territoires. C'est un outil qui est là. Alors, il y a plusieurs enjeux, bien entendu. Le premier, c'est faciliter les démarches des bénéficiaires. C'est écrit, mais c'est vrai que pour éviter à un demandeur qui souhaite faire des demandes d'admission dans différents établissements de devoir remplir X fois le dossier, parfois des dossiers différents en fonction des établissements visés, si on peut le remplir qu'une seule fois et avoir un endroit où on peut suivre les demandes d'admission qui auront été faites à partir de ce DUA, c'est quand même beaucoup plus pratique pour tout le monde, pour superviser, pour suivre. Et bien entendu, comme je l'ai dit, ça a été construit avec l'ensemble de l'écosystème et donc le déploiement nécessite l'action de l'ensemble de l'écosystème et une coordination de cet écosystème. Alors, quand je parle d'écosystème, ARS, GRAD, CD, MDPH, SMS, parfois des associations d'utilisateurs aussi, et de sorte à intégrer durablement les fonctionnalités dans les usages du public et des professionnels. Donc, il y a plusieurs étapes à ce déploiement. Donc, au niveau du déploiement national, il y a déjà un très gros travail qui a été réalisé sur la fiabilisation des données, parce que pour qu'un outil soit efficace, il faut que les données soient propres, correctes, justes, complètes. On a besoin de connaître le terrain avec la cartographie des acteurs. Et bien entendu, il y a toute une phase de planification, dont cette réunion de lancement en est une. Travail de cadrage, donc la réunion qui arrive, et derrière, il va falloir communiquer, former, ouvrir. L'ouverture technique, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. C'est presque un bouton sur lequel on appuie et ça y est, on voit apparaître le DUA dans le portail usager. La communication va être extrêmement importante. Bien sûr, donc j'en ai parlé rapidement, dans les usages, on va avoir la possibilité d'avoir un dossier pré-complété à partir des informations qui sont connues dans Via Trajectoire, parce que pour une personne donnée, on a tout un tas d'informations qui vont pouvoir être utilisées pour pré-remplir le dossier. L'unicité du dossier est extrêmement importante également, et le suivi en temps réel, je l'ai dit tout à l'heure, des demandes d'admission. Pour les professionnels, ça permet de centraliser l'information, faciliter les échanges avec les usagers. C'est l'objectif commun de tout portail usager, de pouvoir communiquer efficacement et simplement avec les usagers, et la notion, aussi très importante, de suivi des parcours des usagers. Ça reste un outil informatique qui va évoluer. Je pense que tout le monde est au courant de quelque chose qui s'appelle la transformation de l'offre, une vaste étude qui est en cours, qui forcément va impacter votre travail et forcément va impacter les outils. Donc il y aura des évolutions en fonction de ce qui va être décidé au niveau de la transformation de l'offre. Il va y avoir des évolutions de ce DUA pour embarquer les changements qui sont en train de s'opérer. On peut changer de slide. Merci. Donc, notre rôle, je dirais, pas forcément le plus compliqué aujourd'hui. On s'est beaucoup investi sur la construction, mais maintenant, j'ai envie de dire, c'est à vous de jouer. On intervient en tant que coordinateur, on essaie, facilitateur. J'ai plus envie de dire facilitateur que coordinateur. Et c'est pour ça que je disais que c'est pas le plus compliqué, parce que quand le terrain se coordonne bien et s'entend bien et travaille bien ensemble, notre travail il est très très facilité. Maintenant, s'il y a des difficultés, on est là aussi pour essayer de mettre de l'huile dans les rouages quand c'est nécessaire, d'accompagner cette généralisation, si possible fournir des moyens quand c'est nécessaire. Mais le principal travail va être réalisé par vous, sur les ARS, GRAD, le GCS SARA qui est là bien entendu, les CD, les MDPH, on verra dans l'autre slide, mais je ne vais pas vous lister l'ensemble des responsabilités de chacun, mais c'est vrai que si on regarde côté ARS, on a du pilotage stratégique, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui avec cette réunion de lancement. Il y a un sujet de cartographie cartographie des partenaires, des acteurs, qui va nécessiter l'intervention de tous les sachants
que ce soit les ARS grades, les CD, les MDPH. Beaucoup de monde a de l'information et c'est important de regrouper l'ensemble de cette information. Il y a une dimension de formation, de communication, pardon. Donc on a du pilotage stratégique. Si on descend au niveau des grades, on a le pilotage opérationnel. Les échanges entre les acteurs, le grade a un rôle primordial dans ce domaine-là. La stratégie départementale, je ne vais pas tout dire. Le GCSRA, bien entendu, c'est lui qui appuie sur le bouton pour ouvrir le DUA. Je parle de manière très triviale, mais grosso modo, c'est ça. C'est pas plus compliqué pour afficher le DUA dans le portail usager. Les CD, j'ai parlé des actions de cartographie, d'intervention au niveau des différentes étapes du projet et la stratégie de communication. Communiquer autour du DUA, c'est extrêmement important pour faire connaître le sujet auprès du grand public et des demandeurs. On peut passer à la suivante. Donc la MDPH intervient sur la dimension de cartographie, la formation, surtout la connaissance de via trajectoire pour bien s'en servir, la fiabilisation des données. On parle souvent de via trajectoire où on peut avoir des problèmes de qualité de données. La donnée, elle vient des MDPH, donc forcément la MDPH a un rôle extrêmement important justement dans cette fiabilisation de données, de regarder ce qui ne va pas dans via trajectoire, de réaliser des actions correctrices dans les SI MDPH pour envoyer de la donnée de qualité dans via trajectoire, faire le relais auprès des ESMS et surtout le relais d'information auprès des usagers. On a essayé de faciliter ce relais d'information en faisant évoluer les notifications aujourd'hui pour indiquer aux usagers qui bénéficient d'une orientation de SMS comment aller justement sur via trajectoire, sur son espace usager, pour éviter que la MDPH ait à faire une communication en parallèle vers ces usagers-là. Donc ça, les courriers sont aujourd'hui disponibles dans l'ensemble des SI MDPH, donc sur les 4 parcs éditeurs. Alors, ils ne sont pas forcément encore déployés dans toutes les MDPH. C'est une petite action de mise à niveau. Là, pour le coup, le CD a aussi son rôle, puisque c'est les CD qui portent les DSI des MDPH, donc pour faire évoluer les SI MDPH pour que ces notifications soient déployées. Les ESMS, bien entendu, on utilise via trajectoire, donc il faut être formé à via trajectoire. Il y a aussi un sujet de fiabilisation, notamment au niveau des entrées-sorties, de la mise à jour des listes d'attente. Et maintenant, la gestion des demandes d'admission depuis la plateforme via trajectoire. Étienne, je me permets juste une seconde, pardon, puisque tu viens de dire sur la fiabilisation des données. Je pense que c'est un message important que tu viens de passer de manière sibylline. Mais c'est vraiment un point sur lequel effectivement on peut collectivement insister, CNSA, MDPH, département de la Seine-Maritime et ARS sur les attentes qu'on a vis-à-vis des établissements pour qu'effectivement ils utilisent via trajectoire et qu'ils complètent et renseignent via trajectoire de manière exhaustive et complète pour que ça lui donne effectivement toute la force et toute la puissance. On y reviendra peut-être, mais je profite que tu étais en train de l'évoquer pour dire que ça fait partie de nos attentes. On sait que c'est des contraintes, mais derrière, voilà, c'est aussi une manière collectivement avec l'ensemble des structures du champ du handicap de construire un outil dont on sera collectivement fier. Voilà. Oui, c'est très, très bien d'insister sur cette dimension via trajectoire, comme je le dis souvent, et le lien entre le monde des MDPH et le monde des ESMS. Il est utile aux deux, il est renseigné par les deux. Donc c'est vraiment extrêmement important que chacun veille à la qualité des données qui sont dans cet outil-là, puisqu'il est vraiment renseigné et utilisé. Et forcément, si la donnée n'est pas de qualité, les usages, au pire, c'est pas tout à fait juste, mais on arrive à faire avec. Au pire, c'est complètement trompeur. Et on se base sur des informations erronées pour réaliser nos actions. Donc c'est vraiment extrêmement important qu'on ait des données fiables et à jour. Alors il y a quelque chose qui va venir, je déborde un petit peu, je peux prendre beaucoup de temps, mais il y a quelque chose qui va venir faciliter en tout cas le travail des ESMS, c'est la mise en place des DUI avec l'interconnexion avec via trajectoire, puisque l'idée c'est que via trajectoire, qui aujourd'hui doit faire l'objet d'un renseignement manuel par les ESMS en tout cas, cette donnée puisse se mettre à jour automatiquement, directement depuis les outils des ESMS. Mais ça, on sait que ça va prendre du temps pour se déployer. Et quand je dis du temps, on compte en années. Donc, il est aujourd'hui toujours nécessaire de bien veiller à faire ce travail très régulièrement. Très régulièrement. C'est-à-dire qu'une mise à jour une fois tous les 6 mois ou tous les ans, c'est pas suffisant. Il faut vraiment faire cette mise à jour très régulièrement.
On a un nouveau rôle qui est apparu, le rôle d'accompagnant professionnel pour aider les personnes justement dans leur recherche, dans les demandes d'admission, les recherches de SMS, au remplissage du DUA. Donc ça, c'est un rôle qui peut être donné à différents publics, à la discrétion des ARS grades, qui vont décider de l'organisation sur le territoire. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau et en direction des usagers, des demandeurs. Nous avons un support usager qui est opéré aujourd'hui par la région Occitanie, voilà, qui prend en charge tout le support autour du portail usager dans lequel nous avons le DUA. Et nous les remercions d'avoir pris ce support. Ce n'était pas obligé, ce n'était pas obligatoire, donc c'est vraiment quelque chose qui a été une volonté de leur part. Ils ont déjà un super centre de service et ils ont rajouté ce niveau de service ou ce nouveau service dans leur bannette. Et nous les en remercions fortement. Et le rôle, bien entendu, des référents via trajectoire pour tout ce qui est poser des questions autour du DUA. Voilà, vous avez un contact privilégié. Ici, c'est Madame Allais. J'espère que je prononce bien le nom. Oui, c'est bon. Voilà. Voilà, sur sa partie ambition. Alors, un élément important, tout à l'heure j'en ai parlé rapidement pour dire il faut vraiment ouvrir ce DUA et on est ensemble pour le faire, donc j'imagine bien que ça va se faire, mais aujourd'hui c'est ouvert chez les voisins. Or, quelqu'un qui est dans un territoire à côté, qui utiliserait le DUA pour faire une demande d'admission, elle peut s'en servir pour cibler n'importe quel ESMS et pas forcément les ESMS de son territoire. Donc forcément, peut-être que parmi l'auditoire, nous avons déjà des ESMS qui ont déjà reçu des demandes d'admission à partir du DUA dans Via Trajectoire. De ce fait, vous comprenez bien qu'il est important que tout le monde puisse se saisir de cet outil, puisque si on veut être efficace dans les usages de cet outil-là, justement, il faut que une demande qui arrive dans un ESMS puisse être traitée dans Via Trajectoire. C'est-à-dire que si aujourd'hui, j'espère être à peu près clair, mais si aujourd'hui, dans un département voisin, il y a une personne qui utilise Via Trajectoire, qui remplit son DUA, qui l'envoie dans un ESMS depuis Via Trajectoire, et que la mise à jour n'est pas faite dans Via Trajectoire, parce que sur votre territoire, vous n'utilisez pas encore cet outil-là, forcément, ça pose problème, parce qu'il n'y a pas de mise à jour qui se fait dans Via Trajectoire. Donc, vous comprenez que du fait que les voisins y soient mis, il est important que vous puissiez vous y mettre aussi rapidement. Voilà. Donc on est vraiment dans cette dynamique. Là, je dirais, le coup est parti. Ça pousse pour s'en servir. Et donc, il faut suivre le mouvement. Voilà, je parle de manière très simple, mais c'est important pour que l'ensemble, justement, de l'écosystème qui tourne autour de Via Trajectoire fonctionne de manière la plus efficace possible avec l'outil que l'on a mis en place. Voilà. Alors, vous avez quelques chiffres, c'est déjà sur les ESMS qui ont déjà reçu des DUA, je ne vais pas les détailler, ils sont affichés. Voyez un peu comment ça se passe autour. C'est bon pour cette slide. Je crois qu'on n'avait plus d'autres slides ensuite. Oui, oui. Et juste pour venir compléter ce que vous venez de dire par rapport à l'intervention du grade Sarah dans l'ouverture du DUA, puisque c'est bien une brique technique à ouvrir, sinon quand on se connecte aujourd'hui sur le portail particulier handicap, en fait on a accès au portail particulier handicap, au suivi des orientations, mais on n'a pas la brique DUA qui est ouverte. Nous, ce qu'on avait programmé avec notre éditeur, c'est que cette fonctionnalité soit débloquée pour le département de la Seine-Maritime dès le début de cette réunion de lancement, et j'ai bien eu un mail de confirmation de notre éditeur. Donc le DUA est accessible pour le département de la Seine-Maritime depuis 14 heures ce jour, ce qui va nous permettre en fait dès l'issue de la réunion de commencer à l'utiliser. Ah, formidable, bravo. Voilà. Et merci dans la concordance des temps avec nos homologues des départements de la région Normandie, puisqu'en fait l'ouverture s'est faite sur décembre pour certains. Et voilà, donc peut-être les derniers ou avant-derniers, mais sur un temps assez réduit, quoi. Voilà. Alors oui, effectivement, on a eu l'ouverture donc de 3 départements sur 5 pour fin 2025. Donc on a ouvert donc le département de l'Eure,
tout début novembre, suivi de l'Orne et ensuite de la Manche. Et donc là, pour la Normandie, il nous restera le département du Calvados à ouvrir. Pour le moment, on n'a pas encore de date d'arrêté pour cette ouverture, puisque comme le disait Monsieur Desmoulins à l'instant, il faut aussi que tous les prérequis soient remplis pour pouvoir ouvrir le DUA, puisqu'il faut ouvrir dans de bonnes conditions et donc ne pas mettre en difficulté les ESMS. Et ne pas mettre en difficulté la MDPH non plus. Donc il faut que tous les acteurs du territoire soient prêts à l'ouverture du DUA pour pouvoir l'ouvrir sereinement et que le projet se passe bien. Et donc, je vais pouvoir prendre la suite. Merci, Monsieur Desmoulins, pour votre intervention. Avec Et donc, plaisir. je vais pouvoir prendre la suite pour vous introduire ce qu'est Via Trajectoire et surtout ce qu'est le DUA. Donc, l'idée de la réunion d'aujourd'hui, ce n'est pas de vous former sur le DUA, loin de là. C'est vraiment de vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas Via Trajectoire, ce qu'est Via Trajectoire. Et ensuite, je donnerai le relais à mes collègues qui vont pouvoir vous faire une démonstration du DUA sur une plateforme de formation. Et à l'issue de notre réunion d'aujourd'hui, vous allez, vos collègues et toute la liste de diffusion qu'on a déterminée avec la MDPH, l'ARS et le conseil départemental, en fait, des invitations vont partir pour venir à des webinaires de présentation des fonctionnalités du DUA. Donc, on va vous faire la présentation aujourd'hui, introduire le propos de Via Trajectoire et du DUA, mais évidemment, sur la première quinzaine de février, il va y avoir un certain nombre de réunions organisées par Normandie Santé dans lesquelles on va présenter vraiment toutes les fonctionnalités du DUA, sachant qu'il y a 2 portails qui pourront être utilisés, mais je vais le redétailler tout à l'heure. Donc là, pour vous parler très rapidement de ce qui est Via Trajectoire, et je vais venir compléter aussi les propos de Monsieur Desmoulins. Donc, Via Trajectoire, c'est une plateforme d'aide à l'orientation qui est en ligne. Donc, c'est uniquement en full web. Il n'y a pas de logiciel à installer sur vos ordinateurs. Et donc, c'est un service qui est public, gratuit et entièrement sécurisé puisque le grade SARA fait héberger ces données aux Hospices civils de Lyon qui sont hébergeurs agréés de données de santé. Donc, tout ce qui circule comme données dans Via Trajectoire est sécurisé. C'est une plateforme qui est conçue pour aider à l'orientation, donc pour identifier rapidement le ou les établissements qui pourront prendre en charge la personne au vu des compétences qui nous sont nécessaires, des compétences humaines et techniques, pour optimiser en fait la prise en charge de la personne. Et donc, c'est valable cette aide à l'orientation aussi bien dans le domaine du sanitaire que du médico-social. Et donc, Via Trajectoire, à l'origine, c'est un outil qui était déployé sur certains départements et depuis 2022, c'est un outil qui a été rendu obligatoire par la doctrine du numérique en santé et donc qui a été nationalisé. Notamment, le module handicap a été le premier module de Via Trajectoire à être rendu obligatoire sur tout le territoire national et les autres modules utilisés, donc le sanitaire, le grand âge et le trouble du neurodéveloppement ont été rendus obligatoires par la suite. Qu'est-ce qu'il y a dans Via Trajectoire? En fait, l'idée, c'est de retrouver tous les établissements sur lesquels on peut faire des orientations et donc d'avoir un annuaire exhaustif de toute l'offre du territoire. Et donc, cet annuaire-là, Via Trajectoire, il vient rechercher ces données dans le répertoire opérationnel des ressources. On va avoir donc, en plus de l'annuaire, le suivi de toutes les demandes d'orientation, avec l'accès au contenu des demandes et une communication transparente entre les différents acteurs, puisqu'en fait, pour ceux et celles qui connaissent déjà Via Trajectoire aujourd'hui, vous vous connectez avec un login mot de passe nominatif. Donc, en fait, on va voir qui se connecte et qui agit dans Via Trajectoire. Donc, l'idée, pour être conforme au RGPD, effectivement, c'est que chaque utilisateur qui manipule de la donnée sensible puisse clairement être identifié. Donc, le compte est bien nominatif et c'est pour ça, justement, qu'on a cette communication transparente. Et donc, il y a une grande traçabilité puisqu'on sait vraiment qui se connecte, à quel moment, à quel endroit du dossier et qui émet les réponses, par exemple. Alors là, je suis désolée, le fait que ce soit zoomé, c'est un petit peu flou. Je voulais vous parler un petit peu de la gouvernance de Via Trajectoire, puisqu'en fait, il y a un grand nombre d'acteurs qui gravitent autour de ce projet Via Trajectoire, tant au niveau national qu'au niveau régional. Donc déjà, au niveau stratégique national, donc on a la délégation du numérique, la délégation du numérique en santé qui va opérer sur Via Trajectoire. Et pour chaque module de Via Trajectoire, on va avoir une direction métier stratégique différente. Donc, on va avoir le ministère de la Santé et de la Prévention pour tout ce qui est sanitaire, la CNSA pour ce qui est ESMS, grand âge, handicap et bientôt aussi domicile. Pour le PRADO, programme de retour au domicile qui est contenu dans le module sanitaire, on va avoir l'assurance maladie. Et pour le module
TND, donc troubles du neurodéveloppement, on va avoir la délégation interministérielle de la TND. Pour la maîtrise d'ouvrage opérationnelle, donc on en parlait tout à l'heure, c'est le grade SARA qui est éditeur de la solution via Trajectoire et qui travaille justement avec l'Agence du numérique en santé. Donc, ils vont travailler conjointement à mettre en place tout ce qui est demandé en fait par les stratégies métiers et les stratégies numériques. Et nous, en région, on va être là pour aider à la mise en place. Donc, le grade, en fait, va être là pour mettre en place les modules qui sont demandés par l'Agence du numérique en santé, le conseil départemental et la MDPH. Donc là, effectivement, dans le cadre du module handicap, c'est bien le CD76 et la MDPH 76 avec laquelle on va travailler pour mettre en place via Trajectoire. Et on est appuyé aussi, on a une association qui fait le lien entre le grade, entre les grades et le grade SARA, donc éditeur de la solution, qui est le club via Trajectoire, qui va nous aider en fait dans tout ce qui est mutualisation de la communication. Et donc, via Trajectoire, c'est un outil qui est assez ancien parce qu'on parle là aujourd'hui du module handicap et de l'ouverture en 2025-2026 du dossier unique d'admission, donc qui est une brique supplémentaire du module handicap. Mais en fait, tout a commencé en Normandie en 2010 par l'ouverture du module sanitaire. Puis en 2012, ça s'est étendu aux EHPAD. Puis on a ouvert le module particulier grand âge, puisque donc le portail particulier qu'on va vous montrer, en fait, était déjà ouvert pour les usagers qui faisaient leur demande d'orientation en EHPAD, donc depuis 2016. En 2018, on a fait le lancement de via Trajectoire handicap. Et 2025, début de l'ouverture du DUA. Et courant 2026, on va avoir de nouveaux modules de via Trajectoire, dont le module domicile qui va ouvrir. Donc en fait, via Trajectoire, il y a plein d'évolutions qui sont réalisées, et parce qu'il y a de nouveaux besoins qui naissent en territoire, et parce que l'outil, il faut le maintenir, donc il faut effectivement qu'on puisse le faire évoluer. Donc ça a commencé en 2010, mais en fait, ce n'est pas terminé. Il y aura de nouveaux modules qui vont arriver, et surtout des évolutions qui vont continuer à être faites pour que via Trajectoire continue de correspondre aux besoins de terrain, puisque c'est là l'idée, c'est qu'ils rendent service et qu'ils soient utilisés. Et donc, Monsieur Desmoulins et Monsieur Romac le disaient tout à l'heure, on parlait de fiabilisation des données. En fait, pour permettre l'ouverture du DUA, il y a eu un énorme travail de fait, tant par la MDPH que par les ESMS eux-mêmes, pour nous permettre d'ouvrir aujourd'hui le DUA et de donner accès à de la donnée fiable à l'usager. Donc, on a commencé effectivement par faire la vérification de toutes les données établissements et de bien vérifier qu'au niveau entre via Trajectoire et le SI de la MDPH, on avait bien les mêmes immatriculations FINES pour tous les établissements, pour être sûr qu'en fait tous les établissements reçoivent bien de manière automatique par le biais de via Trajectoire les différentes notifications qui leur sont adressées, et qu'on n'ait pas des établissements faits du fait de leur ouverture récente qui ne reçoivent rien du tout dans via Trajectoire. Et il y a eu un énorme travail de réaliser par les établissements depuis l'ouverture de via Trajectoire. Donc là, ce sont plus mes collègues qui vont présenter via Trajectoire tout à l'heure au niveau de l'animation territoriale, qui ont travaillé étroitement avec les établissements pour mettre à jour les listes d'attente et les listes d'usagers entrés. Tout ça pour fiabiliser les données, d'avoir des tableaux de bord à jour, et surtout d'éviter que des usagers appellent parce qu'ils ont en fait une information dans via Trajectoire qui va être différente de l'information qu'ils ont eue par l'établissement. Donc un statut pas actualisé dans via Trajectoire. On a fait également une analyse et une fiabilisation des doublons, puisqu'on avait pu avoir entre le début du projet et les dernières montées de version des problèmes de numéro de dossier avec des identités qui sont communes. Donc ça, c'est un travail qui a été réalisé avec la MDPH, mais qu'on va garder en fil rouge pour garder une vigilance pour qu'il n'y ait pas de nouveau des doublons qui apparaissent dans via Trajectoire. Et donc ça, ces doublons-là, nous, on a un outil statistique qui nous permet de les faire ressortir, mais vous pouvez, en tant que SMS également, nous les faire remonter. Et pour maintenir les connaissances de via Trajectoire au niveau des ESMS, puisqu'il y a énormément de turnover sur les ESMS du monde du handicap, en fait, le grade Normandie Santé, pour maintenir les connaissances de tous les utilisateurs, continuera en 2026 de proposer des webinaires de présentation des fonctionnalités du module handicap, et sachant qu'il y aura aussi des webinaires spécifiques pour le dossier unique d'admission. Et donc, pour vous expliquer très rapidement quand est accessible le DUA et comment fonctionne le module handicap pour les personnes dans ce webinaire qui ne connaîtraient pas le module handicap, il n'y a pas de création de dossier dans via Trajectoire dans le module handicap, contrairement aux deux autres modules pour les personnes qui seraient déjà utilisateurs des autres modules de via Trajectoire. Le dépôt de dossier se fait à la MDPH. La MDPH va instruire le dossier en commission, et c'est suite à la commission que le dossier va être envoyé
d'un SI à l'autre. Donc, en fait, le SI MDPH, il va y avoir un export de données de réaliser et ça va être envoyé dans Via Trajectoire et c'est là que les ESMS reçoivent les notifications directement dans le tableau de bord qui est lié aux finesses géographiques. Et c'est à ce moment-là que le DUA est accessible. S'il n'y a pas de notification active, donc en cours de validité dans Via Trajectoire, donc que le dossier est encore à l'étude auprès de la CDAPH, par exemple, mais en fait, le DUA ne sera pas accessible dans Via Trajectoire. Donc, il faut bien une notification en cours de validité pour que l'usager, son accompagnant, le SMS, puisse avoir accès au DUA. Et donc, le DUA, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le dossier unique d'admission qui peut être adressé à n'importe quel ESMS du territoire national. Monsieur Desmoulins le disait tout à l'heure, nos territoires limitrophes peuvent envoyer sur votre département un DUA parce que la notification a été reçue par votre SMS. Évidemment, il faut que vous ayez la notification pour avoir le DUA. Il n'y aura pas un DUA tout seul sans avoir reçu la notification qui va avec puisque les deux sont associés. La personne concernée, donc qui dispose d'une orientation, va pouvoir compléter son DUA. Donc soit elle-même, soit la personne qui l'accompagne dans ses démarches et ou le renseigner directement dans Via Trajectoire. Et là, on va avoir deux portails qui vont être accessibles. On va avoir le portail particulier et on va aussi avoir les mêmes fonctionnalités côté accompagnant professionnel. Je prends par exemple une association, un ESMS, la COM 360 par exemple de votre territoire pourrait avoir un accès professionnel et donc gérer les DUA pour les usagers qui les accompagnent. Ils n'auront pas accès à l'intégralité des DUA et des notifications, c'est vraiment pour les usagers qui les accompagnent. Et donc on a des modalités de connexion qui vont être différentes. Côté professionnel, on va se connecter avec un login mot de passe, j'en parlais tout à l'heure, nominatif, de manière à garder cette traçabilité des actions sur les demandes. Et côté usager, on a un portail qui va être dédié aux particuliers au sens large, puisqu'on a le module grand âge et le module handicap qui sont accessibles depuis ce portail-là. Et là, on va se connecter avec le numéro de la notification, mon numéro département, et on va avoir un mot de passe provisoire qui va nous permettre de faire la première connexion. Et le mot de passe va être à personnaliser. Et là, je vais pouvoir passer la parole à mes collègues qui vont pouvoir vous présenter les deux fonctionnalités qui vont exister sur le DUA, donc côté particulier et côté professionnel. Donc, je vous laisse ouvrir vos micros. Et si vous le souhaitez, donc pendant la présentation, n'hésitez pas à poser des questions directement dans le chat. Moi, je vais vous répondre par écrit pendant que ma collègue fait la présentation. Et dans tous les cas, on a gardé un temps en fin de réunion pour pouvoir échanger. Parce que le but, c'est effectivement que vous puissiez nous poser vos questions durant cette réunion. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Moi, je suis Madame Leclerc-Élise. Je suis animatrice territoriale sur le territoire de Dieppe et également en renfort sur Rouen. Est-ce que vous voyez tous mon écran? Alors, donc du coup, là, on arrive sur la plateforme de formation. Donc, je rappelle, il faut absolument avoir une décision d'orientation qui doit être présente dans Via Trajectoire pour qu'un DUA puisse être complété. Donc moi, je vais me connecter sur la plateforme de formation, donc sur le portail particulier. Donc là, on arrive sur la création et pour accéder au dossier. Donc je clique dessus et je vais cliquer sur « Vous disposez d'une orientation MDPH » pour accéder au suivi de vos décisions d'orientation et de votre dossier de demande d'admission. Donc moi, je suis sur une plateforme de formation, donc je vais avoir un mot de passe supplémentaire à ajouter. Vous ne l'aurez pas, c'est vraiment pour renseigner et pour différencier entre la plateforme de formation et la plateforme de production. Donc, j'arrive sur la première page, donc sur le formulaire de connexion. Donc, je vais mettre la MDPH d'origine. Je vais mettre le numéro de dossier et un mot de passe. Et je profite du temps de saisie de mot de passe pour préciser que comme nous sommes dans un espace de formation, les notifications ont été créées par nos soins. Donc, ne vous inquiétez pas si vous voyez des données incohérentes. C'est nous qui avons complété nous-mêmes les notifications.
Voilà. Donc là, en effet, donc là, j'ai déjà fait ma première connexion. Ça évite d'avoir trop de clics, mais en fait, la première connexion, pour l'usager, il faut, donc c'est un mot de passe provisoire, donc c'est la date de naissance, plus la première lettre du nom de naissance et la première lettre du prénom en minuscule, qu'on va pouvoir changer par la suite. Donc, on va pouvoir changer le mot de passe en respectant les critères énoncés et puis renseigner surtout une adresse mail. Et cette adresse mail, elle permettra de recevoir le code OTP. Donc là, je vous fais la démonstration en direct. Je vais aller me connecter sur ma boîte pour avoir un code OTP. Hop. Voilà, donc là, j'arrive sur le DUA. Donc, on va avoir un certain nombre d'informations. On va avoir les informations administratives, le parcours personnel de l'usager, l'autonomie et la vie quotidienne et les pièces jointes. Donc, si je reviens sur les informations administratives, les données sont pré-saisies par la MDPH et peuvent tout à fait être corrigées et on peut ajouter des informations qui vont être complémentaires. Donc, elles sont pré-remplies par la MDPH, voilà, mais on peut tout à fait modifier. Et le rédacteur a le choix, donc on peut soit indiquer que c'est la personne elle-même qui renseigne le dossier ou un aidant. Voilà, par exemple, là, je vais marquer. Voilà, donc là, sur cette information administrative, on a le rédacteur du dossier, l'identité de l'enfant ou de l'adulte, le domicile, les contacts. Donc là, on va pouvoir ajouter les parents, les représentants légaux et les autres aidants. Sur le parcours personnel, donc là, ce volet comporte plusieurs parties. On va avoir une partie sur ma situation familiale, une partie sur mes activités et loisirs. Donc là, toutes les informations que vous voyez sont des exemples, mais si je clique dessus, voilà, ça s'efface automatiquement. On va avoir des informations sur mes derniers établissements ou les services médico-sociaux fréquentés, sur la scolarité actuelle, la situation professionnelle, le parcours de soins, les attentes et les autres informations utiles si c'est nécessaire d'ajouter des informations. Donc, encore une fois, de la même façon que le volet précédent, une fois chaque partie remplie, il va falloir mettre enregistrer après complétude pour pouvoir passer à l'onglet suivant. On va arriver sur l'onglet autonomie et vie quotidienne. Donc là, ce volet, il vise vraiment à exprimer les besoins et les difficultés de l'usager dans la vie quotidienne. Donc, si l'usager n'a pas de difficulté, on va mettre « je n'ai ni besoin, ni difficulté concernant mon autonomie et ma vie quotidienne ». Donc, on va avoir une petite information, on va mettre « confirmer ». Donc là, on n'aura rien à remplir. En revanche, si l'usager ou son aidant sélectionne « j'ai des besoins et des difficultés concernant mon autonomie et ma vie quotidienne », un certain nombre d'informations vont être à compléter, notamment soins personnels, la vie courante, la mobilité, les besoins pour la vie sociale, matériel ou équipement, et les proches aidants. On va, j'ai aussi oublié de vous dire une information. Vous avez la possibilité de télécharger le guide donc sur chaque onglet. Quand je clique dessus, voilà, on arrive sur le guide. Donc, c'est un pas à pas qui a été fait par la CNSA. Et donc, voilà, vous avez tout le déroulé pour compléter la complétude du DUA. Donc, ça, on le retrouve sur chaque onglet. Donc, une fois le DUA complété, votre dossier apparaît en vert en mettant dossier complet. Dans le cas contraire, si on ne remplit pas les 3 onglets, le dossier ne sera pas marqué complet et vous ne pourrez pas envoyer des demandes à d'autres ESMS. On arrive ensuite sur les pièces jointes. Donc là, les pièces jointes, on a tout à droite. Donc, pour des raisons techniques et de sécurité, les pièces jointes sont limitées. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, la taille maximale des fichiers est de 5 MO. Vous ne pourrez pas mettre plus de 15 fichiers. Voilà. Donc, pour rappel, vous avez ces informations ici. Et de toute façon, si vous mettez un fichier qui ne correspond pas, vous aurez un petit message d'alerte. Donc, dans mes décisions et orientations, donc avec l'ouverture du portail particulier, les usagers et les aidants pourront adresser leur DUA
à des établissements qu'ils auront sélectionnés. Donc, on va avoir des orientations qui sont déjà en cours, donc des décisions d'orientation en cours, des décisions d'orientation à venir et les anciennes décisions d'orientation. Donc, l'usager va pouvoir consulter la fiche établissement des ESMS déjà sélectionnés. Donc, on va avoir des informations sur les unités, les prestations et des informations générales. On va pouvoir annuler la demande et on va pouvoir aussi contacter un autre établissement. Donc, il y a plusieurs possibilités. Soit je clique sur « Contacter un autre établissement » et je vais arriver sur la page de recherche d'établissement. Donc, si je reviens en arrière, donc on a cette possibilité-là ou aller directement dans « Annuaire ESMS ». Donc, quand je vais dans Annuaire ESMS, voilà, vous avez la possibilité de rechercher par département, par code postal et par distance. Donc là, on va mettre une distance illimitée. Voilà, donc il est recommandé toutefois de ne pas solliciter de SMS qui ne sont pas conformes à la décision de la MDPH. Et encore une fois, il faut bien compléter son DUA pour solliciter les ESMS. Voilà, donc là, je peux faire ma recherche et affiner ma recherche aussi en fonction des types d'établissements ou services et catégories souhaitées et ajouter des critères complémentaires. Par exemple, je recherche un semi-internat. Voilà. Donc là, je vais vous faire la démonstration, par exemple, en envoyant ma demande dans un autre SMS. Voilà. Et là, on me dit, attention, l'établissement que j'ai recherché ne correspond pas à ma décision d'orientation. Donc, soit je confirme, soit je reviens en arrière. Voilà, on aura toujours une pop-up et un message d'alerte. Et vous avez aussi une petite banderole où l'envoi d'une demande doit uniquement être effectué vers les établissements ou les services conformes à votre décision d'orientation. Je vais maintenant passer à mon compte. Donc, mon compte, ici, vous allez pouvoir changer votre adresse mail et votre numéro de téléphone ainsi que votre mot de passe. Donc, vous allez pouvoir modifier juste ici et il faut bien penser à mettre à jour les informations avant de quitter la page. Donc, en fait, on voit qu'on a plein de liens cliquables et nous, ce qu'on va toujours recommander aussi, c'est de se déconnecter avant, toujours se déconnecter si vous êtes sur le portail particulier de façon à ne pas rester connecté si vous avez plusieurs dossiers à utiliser. Vous avez aussi une rubrique « Besoin d'aide ». Donc là, dans cette rubrique-là, vous allez avoir une foire aux questions et vous allez avoir aussi un formulaire de contact qui vous permettra de faire une demande en cas de difficulté sur la complétude du DUA. Une petite information aussi à ajouter, le portail particulier, il est accessible sur tablette et aussi sur les téléphones. Donc, c'est toutefois recommandé plus sur tablette et sur PC. Mais voilà, il y a aussi la possibilité de l'avoir sur téléphone. Et par rapport au portail que ma collègue va vous présenter juste après, en fait, l'usager va avoir moins d'outils puisqu'il n'a pas besoin, par exemple, de transférer à un autre établissement. Et l'utilisateur professionnel va avoir plus d'outils. Voilà, donc du coup, pour vous déconnecter, voilà, on met se déconnecter et voilà, et vous revenez du coup sur la page du début. Je vais maintenant du coup laisser la parole à ma collègue qui va vous présenter le portail professionnel. Bonjour à tous, moi je m'appelle Julie Lebougot, je suis animatrice territoriale donc sur le territoire de Rouen et de sa métropole. Julie, Oui. juste, désolé, c'est Laurent. Il y avait des questions, il y avait des mains Ah, il y a des levées. questions. Il y avait des mains Excusez-moi. levées. Il y avait des Des mains mains levées. Oui, bonjour. des- Je crois que c'est moi qui avais la main levée. Je suis Marion Poulain, je travaille dans le cadre de la PCO sur le secteur du Havre. Je pense que vraiment cet outil va permettre vraiment de fluidifier pour les familles et pour les établissements autant les listes d'attente que leur accès, etc. Pour autant, j'aurais aimé savoir quelles conséquences ça pourrait avoir si une famille ne remplissait pas ces éléments-là, puisque nous, on a affaire quand même à un certain nombre de familles qui n'ont pas les compétences pour diverses raisons de remplir
ce type de documents qui sont tout de même assez administratifs, soit parce qu'ils ne parlent pas forcément la langue, soit parce qu'ils n'ont pas forcément saisi l'importance de remplir ces documents ou la logique. Du coup, j'étais un peu inquiète par rapport voilà, aux répercussions que ça pourrait avoir s'ils ne pouvaient pas remplir cette partie-là. Alors, je peux me permettre d'intervenir. Alors, le DUA, aujourd'hui, il vient compléter les démarches des familles. C'est-à-dire, l'idée de compléter le DUA, c'est d'apporter des données complémentaires à l'ESMS pour faciliter l'étude du dossier et aussi faciliter la prise de position sur la prise en charge ou non de l'individu au sein de l'ESMS qui a reçu le DUA. Après, ça n'empêche pas de prendre contact avec le SMS. La démarche DUA n'est pas rendue obligatoire. Ça vient aider à, mais ça ne vient pas s'imposer à. Alors, il y aura effectivement des services d'aide. Je suis en train de répondre aussi dans le chat à des personnes qui demandent s'il y aura des services d'aide en local. Il y aura possibilité de demander de l'aide en présentiel à un certain nombre de structures qui auront accès au DUA et qui pourront aider à remplir le DUA. Voilà, je pense qu'on peut être un peu inquiet concernant cet aspect-là parce qu'on rencontre déjà beaucoup de difficultés pour soutenir les familles dans la constitution du dossier MDPH avec peu de réponses en local déjà pour cette première étape. Et lorsque du coup ils ont accès à la notification, si des démarches de ce type-là sont encore à faire, pour cette petite partie, pour les autres je pense que ça va être très bien, mais pour cette petite partie-là, ça risque d'être plus compliqué voilà, que ça. Et l'autre question, c'est que dans la partie des usagers, il y a quand même pas mal d'éléments qui sont déjà précisés dans le cadre du dossier MDPH. Est-ce qu'il est envisagé par la suite qu'il y ait des choses qui soient pré-remplies comme d'autres éléments, comme vous le disiez, qui pourront être transmis directement par le biais de la MDPH, ou c'est vraiment pour actualiser les données de manière récente que ces questions sont posées? Effectivement, c'est plus pour obtenir l'actualisation. Donc là, c'est vrai que j'ai précisé en début de présentation de ma collègue qu'en fait, c'est nous qui avions créé la notification, ce qui explique qu'il n'y ait pas le nom du tuteur, le nom des parents, etc. Donc, il y a dans le premier onglet qui était présenté par ma collègue, qui correspond aux données qui sont reprises depuis la notification. Il manquait un certain nombre de données parce que nous, on n'a pas tout complété dans nos notifications de démonstration. Mais par contre, dans les deux autres onglets, c'est bien l'usager ou son accompagnant qui va venir apporter des informations récentes sur sa prise en charge, ce qu'il est capable de faire, son souhait d'orientation, son projet dans l'orientation, etc. Donc, pour tout ce qui est déjà complété au moment du dépôt de dossier, l'idée, c'est vraiment d'apporter la donnée récente. D'accord, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je ne sais pas s'il y avait une autre main levée, je ne crois pas. Alors, il y a eu un certain nombre de questions dans le chat. J'essaye de répondre au fur et à mesure. N'hésitez pas à me relancer, mais pour le moment, je n'en ai pas oublié. Il y avait Frédéric qui souhaitait poser une question, qui avait la main levée, je crois. Oui, Frédéric bonjour. Lopez, pardon. Oui, c'est ça. Oui, bonjour, Frédéric Lopez. Des établissements publics médico-sociaux, la Maison des Parcours à Fécamp. J'ai effectivement, entre-temps, posé la question sur la conversation écrite et j'ai pu avoir la réponse. C'était sur la version papier. Et c'était sur la version papier, en fait. Parce que nous, actuellement, sur le DUDA, on utilisait la version papier et le retour effectivement qui a pu être fait, c'est que c'était dans l'attente que le DUDA numérique soit déployé. Oui. Merci. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais présenter le portail professionnel. Donc, je suis donc Madame Le Bougot, Julie, donc animatrice territoriale sur le secteur de Rouen et de sa métropole. Là, je vais vous montrer comment utiliser donc la version professionnelle. Donc, lorsque vous arrivez donc sur le portail, donc tout à l'heure ma collègue est passée par le portail donc particulier. Nous allons utiliser l'onglet donc professionnels libéraux en établissement avec un nom d'utilisateur qui est bien évidemment nominatif. Excusez-moi, j'écris, hop, le mot de passe. Donc, mot de passe, on se connecte avec le profil accompagnant PH non médical.
Lorsque nous arrivons en fait sur la page d'accueil de Via Trajectoire, on va retrouver donc notre onglet handicap et on va avoir une nouvelle ligne avec écrit je suis accompagnant professionnel et on va avoir 2 fonctionnalités nouvelles qui concernent le DUA. Donc nous allons rechercher dans un premier temps un dossier unique de demande d'admission via Trajectoire. Donc ici, on va pouvoir rechercher un dossier en indiquant la MDPH d'origine, son numéro d'individu. Donc moi, je vais rechercher avec un numéro d'individu et une date de naissance. Qui va nous ouvrir donc, la notification. Donc vous n'êtes actuellement pas habilité à accéder au dossier de cet usager. Donc on revoit bien, alors nous, pour les besoins, vu qu'on est en formation, ça s'appelle test. Donc le nom, le prénom, la date de naissance, l'âge et l'adresse. Vous devez répondre à quelques questions afin de savoir si vous êtes en droit d'accéder au dossier. Est-ce que votre structure accompagne actuellement l'usager dans sa démarche? Nous allons répondre oui. Et ça va découler une nouvelle question. Avez-vous l'accord de l'usager? Nous allons dire oui. Et à ce moment-là, on va pouvoir cliquer sur accompagner l'usager. Bien évidemment, si on répond non, nous n'allons pas plus loin. Pareil ici, si nous mettons non, nous n'allons pas plus loin. Lorsque l'on clique sur accompagner l'usager, on va pouvoir sélectionner donc notre établissement et notre unité. Lorsque l'on valide, on a du coup le DUA qui va s'ouvrir avec un certain nombre d'informations que vous avez déjà vues tout à l'heure. En fait, c'est le même dossier que ma collègue vient de vous présenter avec les informations qu'elle a remplies sur son DUA. Donc, on retrouve l'identité de l'enfant, son domicile, les adresses de contact, le résumé qui est ici. Donc, on revoit encore son numéro individu. On voit ici le dossier unique d'admission avec les informations administratives que ma collègue a déjà complétées, donc qui sont en vert. Le parcours personnel, on revoit pareil les mêmes, les mêmes onglets, donc situation familiale, activité et loisirs. Je ne vous représente pas cette partie qui a déjà été vue. Autonomie et vie quotidienne également. On peut compléter, si on le souhaite, les informations. La pièce jointe. Et ensuite, on va avoir aussi tout un volet avec des nouvelles fonctionnalités, gestion des demandes. Donc ici, nous allons retrouver décision et demande. Donc tout à l'heure, sur ma collègue, sur le volet particulier, donc on voyait qu'il y avait plusieurs SMS qui ont été ciblés, qu'on retrouve bien évidemment ici. Ici, nous pouvons autoriser le SMS à consulter notre dossier unique d'admission. On voit le statut de la notification, donc elle a été lue. On revoit également les décisions à venir et les anciennes décisions d'orientation. Lorsque l'on va dans l'annuaire ESMS, nous allons pouvoir rechercher un SMS sur un territoire donné. Nous allons faire rechercher, comme ma collègue tout à l'heure. Et également, il nous représente un certain nombre d'établissements sur lesquels on peut envoyer le dossier. Nous pouvons envoyer le dossier parce que le DUA est complet. Donc, on va envoyer. Votre demande concerne l'orientation suivante. Le SMS sélectionné n'a pas déclaré prendre en charge ce type d'orientation. Même alerte que tout à l'heure pour ma collègue, sur la décision d'orientation et son orientation. Donc, on peut ensuite envoyer le dossier et ça envoie le dossier. On peut voir l'historique des actions sur la notification lorsqu'elle a été à partir du moment où elle a été créée et injectée via Trajectoire. La notification a été envoyée dans tel ou tel établissement, si elle a été lue, si elle a été réenvoyée dans un autre établissement, et ainsi de suite. Les actions sur le dossier, donc on peut transférer la responsabilité du dossier. Donc là, moi, actuellement, je viens de récupérer donc, un dossier, mais on peut transférer la responsabilité du dossier à un autre établissement. Veuillez choisir l'unité à laquelle transférer le dossier. On peut choisir l'établissement et l'unité. Je peux abandonner la gestion du dossier
si je le souhaite. Voulez-vous abandonner? Nous faisons oui. Ensuite, deuxième fonctionnalité, on va aller gérer les dossiers uniques de demande d'admission. Et là, on va retrouver l'ensemble des DUA pour lesquels on est en train de les suivre. Donc là, moi, j'ai deux DUA qui sont complétés. On retrouve en fait toujours notre établissement ou l'unité, la MDPH de référence. Donc nous, ce sera le 76, le numéro d'individu, le sexe, l'identité. Ici, on peut voir que le DUA est complet et lorsque l'on clique dessus, on retrouve l'intégralité des informations, comme je viens de vous montrer, qui ont été complétées par la famille ou par un accompagnant pour le DUA. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a eu des questions sur le chat pendant ma présentation? Pas du tout, Hélène. Oui, il y en a eu un Oui. certain nombre. Je suis en train de répondre à la dernière question, notamment sur les pièces jointes. Justement, les pièces jointes qu'on présentait, où nous, la recommandation qu'on va donner, j'en profite pour répondre en direct, c'est de ne pas mettre de pièces jointes médicales. Pourquoi? Parce que, tout simplement, côté usager, on ne sait pas qui va avoir accès au dossier. Par exemple, un accompagnant professionnel lié au secret professionnel accompagne l'usager, télécharge des pièces jointes médicales dans le DUA. Finalement, il y a un proche aidant ou quelqu'un, par exemple un tuteur, donc extérieur à la famille, qui va se connecter côté portail particulier. Et ben, en fait, il aura accès à ces pièces jointes, alors que peut-être que l'usager ne sera pas forcément d'accord pour que cette personne-là lise des informations médicales. Donc, nous, ce qu'on recommande forcément, c'est de ne pas mettre de pièces jointes médicales parce qu'on ne sait pas côté accompagnant si le professionnel qui va se connecter portail particulier, il va avoir le droit de lire ses données médicales. Maintenant, on ne peut pas empêcher l'usager de le faire, mais nous, Normandie Santé, on ne peut pas vous dire de télécharger des pièces jointes médicales dans le DUA. Il vaut mieux effectivement les transférer par un autre moyen, par exemple entre professionnels par messagerie sécurisée de santé, plutôt que de les mettre dans le DUA à un endroit où effectivement les hospices civils de Lyon sont hébergeurs agréés de données de santé, donc tout ce qui transite dans Via Trajectoire est sécurisé, mais on ne peut pas garantir que la personne qui se connecte ait le droit de voir ces données médicales. Et notamment côté ESMS, il faut savoir qu'il y a 3 profils qui existent et il y a un profil qui restreint l'accès aux données médicales. Et donc, ça veut dire que les pièces jointes qui seront téléchargées seront considérées comme des pièces jointes administratives, donc accessibles à tout le monde. Donc là, la recommandation, c'est celle-ci. Maintenant, techniquement, effectivement, il n'y a rien qui empêche de le faire. Je vais regarder s'il y a d'autres questions. Hop, trajectoire portail particulier. Je regarde s'il y a d'autres questions. Comment les usagers ont connaissance de leur numéro individu? Alors, comment les usagers ont connaissance de leur numéro individu? En fait, elle est directement sur la notification, normalement. Alors là, je vais peut-être laisser plutôt la MDPH confirmer, mais normalement, c'est marqué numéro individu suivi du numéro. Je ne sais pas, Monsieur Beignet, si vous pouvez… Oui, j'étais en train de répondre dans le chat. En fait, c'est une évolution des notifications où il y a les modalités de connexion et il y a la référence qui sera indiquée sur la notification à reporter sur le portail. Donc, ça ne se fait pas actuellement en production, ça sera pour la fin du mois, début du mois de février, en fait, puisqu'on était dans l'attente de la livraison par l'éditeur et ils doivent faire encore un petit correctif, mais ça figurera sur les notifications. D'accord. J'en profite pour dire à l'oral aussi, par rapport à la liste d'attente est matérialisée par l'organigramme où on aperçoit où l'usager a fait ses demandes. En fait, le statut, il va être différent d'un établissement à l'autre. Donc, par exemple, s'il y a trois ESMS qui ont été sollicités, on verra dans quel ESMS la personne est en liste d'attente, mais ce sera bien un statut. Le statut, il est rattaché à l'établissement et pas à l'orientation de la personne. Donc, on verra vraiment strictement dans quel établissement la personne a été mise en liste d'attente.
Devra-t-on passer par Via Trajectoire pour renouveler les orientations MDPH? Alors non, puisqu'en fait, dans Via Trajectoire, on ne va pas créer les demandes. Le dépôt de dossier se fait toujours auprès de la MDPH qui va instruire la demande, demander des informations complémentaires si nécessaire, et après CDAPH, l'orientation, les notifications vont être envoyées depuis l'USI MDPH dans Via Trajectoire directement par la MDPH. Donc la demande de renouvellement ne se fait pas dans l'outil Via Trajectoire. Alors, la question, comment les ESMS médicalisés peuvent gérer les demandes d'admission sans éléments médicaux? Alors, c'est ce que je disais, il y a d'autres moyens pour envoyer les pièces jointes médicales sécurisées. Le DUA est un moyen de communication dans lequel nous, Normandie Santé, on ne recommande pas, puisque c'est un accès grand public, de mettre des pièces jointes médicales parce qu'on ne sait pas qui sera l'accompagnant de la personne. C'est sous la responsabilité de la personne de transmettre ces données médicales par Via Trajectoire, mais nous, Normandie Santé, on ne peut pas porter ce message-là. On sait qu'entre établissements et entre professionnels et établissements, il y a possibilité de transférer des données soit par courrier, donc sous pli confidentiel, soit par messagerie sécurisée de santé. Alors évidemment, oui, la personne, si elle décide de le faire, elle le fera, mais ce sera sous sa responsabilité. Nous, on ne peut pas porter ce message d'autoriser et de recommander de mettre des pièces jointes médicales dans le DUA, ne sachant pas qui se connectera dans la famille de l'usager, par exemple. Je vois la question, le DUDA ne servira plus. Alors le DUDA, effectivement, il a été ouvert pour répondre à un besoin en attendant l'ouverture du DUA qui fonctionnellement ne pouvait pas être mis en place tant qu'on n'avait pas les fameux courriers harmonisés dont justement a parlé tout à l'heure M. Beignet et dont parlait M. Desmoulins en tout début de réunion. Alors, au moment de sa demande, l'usager aura aussi accès à sa notification sur l'outil. Alors oui, le but du portail particulier, c'est qu'à partir du moment où sa notification a été émise, il pourra se connecter sur son espace particulier et compléter son DUA si la notification est en cours de validité. Je préfère le repréciser. Est-ce qu'il est demandé aux familles de transmettre les comptes rendus et bilans documents médicaux Juste un petit commentaire, Madame Allais. La notification, ce n'est pas le modèle de notification que nous envoyons, hein. C'est une version dématérialisée. Ça ne ressemble pas à la notification qui est adressée par papier, hein. Oui. Mais en tout cas, l'usager, à partir du moment où il reçoit son document, il va pouvoir se connecter sur Via Trajectoire dans l'espace particulier de Via Trajectoire pour voir déjà l'état d'avancement des demandes dans les différents ESMS qui ont reçu de facto la demande, refaire une recherche de SMS pour renvoyer la demande à de nouveaux ESMS qui correspondent à son orientation et compléter le DUA. Dans l'ordre, compléter le DUA et ajouter de nouveaux ESMS à sa demande. Je ne sais pas si, Élise, est-ce que tu pourrais, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé tout à l'heure, comme le module de recherche de l'espace particulier n'est pas tout à fait le même que l'espace professionnel, est-ce que tu peux je ne sais pas si tu es toujours connecté à ton dossier, juste pour je me reconnecte, les éléments de recherche complémentaires, parce qu'en fait, on peut rechercher par nom d'établissement, on peut rechercher par secteur géographique, on va aussi rechercher par catégorie établissement, et en fait, il y a des recherches complémentaires qu'on peut afficher, mais qu'on n'a pas affichées au moment de la démonstration, et il y a une personne qui posait la question d'avoir la liste de ces recherches complémentaires. Donc là, je peux profiter de la réponse aux questions pour qu'on puisse se reconnecter rapidement pour faire ça. Je recommence au niveau des questions. Est-ce qu'il est demandé aux familles de transmettre les comptes rendus? Alors, moi, je peux pas vous dire quelles sont les modalités d'accueil au niveau des ESMS. Le DUA, il est là pour être complété, pour apporter des compléments d'information. Maintenant, si vous voulez des compléments d'information médicaux, le mieux, c'est de s'adresser directement aux familles ou aux médecins qui suivent la personne. Chaque ESMS va avoir ces éléments importants pour la prise en charge. Moi, je n'ai pas de normes à vous donner au niveau des documents qui vont être demandés par les ESMS médicalisés pour statuer sur la notification, sur la prise en charge de l'usager, sachant que aujourd'hui, effectivement, dans le DUA, il n'y a pas énormément d'informations médicales, mais dans la notification, la MDPH transmet un certain nombre de données médicales qui sont déjà dans le dossier. Et on a eu un échange récent avec la CNSA qui nous a rappelé que normalement, il n'est pas nécessaire
de demander des informations médicales complémentaires pour statuer sur la prise en charge, puisque toutes les données qui sont dans la notification sont censées être suffisantes pour, à minima, se positionner en attendant de rencontrer l'usager. Mais les comptes rendus et bilans médicaux ne doivent pas conditionner la première étude du dossier. Il y a, ce que nous dit la CNSA, suffisamment d'informations dans le dossier de la MDPH pour que le SMS puisse débuter son étude de dossier. Alors Hélène, je me suis remise dessus. Tu voulais quel élément complémentaire sur quel dans la onglet? recherche, donc annuaire ESMS, Voilà. ESMS et critères complémentaires. Et donc, dans critères complémentaires, voilà, ça va être les modalités d'accueil, ça va être les types d'accueil. Parce qu'il y a une personne tout à l'heure qui demandait si on pouvait chercher par pathologie. Et non, on ne va pas pouvoir chercher par pathologie dans l'annuaire de Viatragic. Donc, je précisais effectivement qu'on ne pouvait pas chercher par pathologie, mais qu'il y avait des critères complémentaires qui pouvaient être sélectionnés. Et effectivement, je n'avais plus en tête. Donc là, ça va plus être les modalités d'accueil. Hélène, on se posait une question, pardon. Est-ce que la famille, quand elle se connecte, donc elle a une information déjà circonstanciée, elle sait à peu près dans quel environnement elle est, etc. Donc, quelque part, c'est assez risque et péril, entre guillemets, si elle veut transmettre des informations complémentaires, notamment des données médicales, etc., via cet outil. Elle est dûment informée que c'est un outil qui n'est pas sécurisé au sens strict du terme. Donc ça, c'est bien qu'il y ait cette information. Voilà. On se posait la question de savoir si la famille a accès à son fond de dossier. Notamment tous les éléments qui ont constitué sa demande auprès de la MDPH et voilà, qui sont finalement, qui seraient éventuellement consultables, etc., ou qu'elle peut les récupérer, ou pas du tout. Voilà. Est-ce que Alors, qu'elle a accès à ces documents? l'intégralité, en fait, dans Via Trajectoire, est-ce que la personne a accès à l'intégralité du dossier qui a été déposé à la MDPH pour l'instruction? Oui, c'est ça, ou en tout cas des éléments principaux voilà, qui pourraient être utiles et qui ont constitué effectivement les pièces principales de son dossier. Est-ce qu'elle a accès à ça ou pas? Alors, elle ne va pas avoir accès au dossier qui a été déposé auprès de la MDPH. La MDPH, elle va envoyer en fait la résultante de la CDAPH avec un certain nombre de données. Mais elle ne pourra pas consulter l'intégralité du dossier qui a été déposé à la MDPH, qui a permis de passer en CDAPH et d'avoir la notification. C'était une demande de confirmation, on se doutait un peu ça. On regarde Frédéric, les collègues de la MDPH. Pour l'instant, les dossiers sont plutôt papier et pas vraiment numériques, je pense, sous votre contrôle. Oui, les dossiers sont très majoritairement papier, peu numérique, mais là, en fait, c'est des flux d'échange de données. Et en fait, ce qui est transmis, c'est la décision d'orientation, les établissements qui ont été fléchés, mais il n'est pas joint le dossier de demande, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, ça viendra peut-être un jour, le jour où effectivement tout sera numérisé, mais on n'en est peut-être pas à cette étape-là pour le moment, quoi. Le portail MDPH qui est accessible aux familles, il sera toujours existant parce que du coup, les familles ont cet accès-là actuellement quand ils font la demande. Est-ce qu'il sera toujours existant? Oui. Ok. Le téléservice, vous parlez? Oui, c'est ça, où ils peuvent ajouter des pièces, avoir un retour sur l'état du dossier, etc. Oui, mais c'est deux applicatifs différents. Le téléservice, c'est pour le dépôt, la constitution de la demande, l'ajout de pièces et suivre les décisions. Mais, et après, le DUA, c'est par rapport à une décision qui a été mise par la CDAPH d'orientation vers un ESMS. Voilà. Et pour répondre à différentes questions que j'ai vues, donc le DUDA n'existera plus. Voilà. Actuellement, il est disponible sur le site, sur la page web de la MDPH. Dès qu'on va ouvrir, transmettre nous les notifications avec les modalités de connexion, donc début février, on va retirer le DUDA du site web. Alors là, il y a une question. J'essaye de répondre aussi par écrit, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions. Donc,
à chaque demande d'admission, on devra compléter le DUA. Donc non, c'est un DUA pour une orientation. Tous les ESMS de cette catégorie d'orientation reçoivent le DUA qui a été complété par l'usager et le SMS, par contre, peut demander une actualisation du DUA, mais ce n'est pas un DUA par ESMS. C'est vrai que c'est important de le préciser. Comment devons-nous gérer administrativement les dossiers des personnes qui n'utiliseront pas le DUA dans Via Trajectoire? Ça dépendra de vos process internes. Est-ce que vous renverrez aux personnes qui n'ont pas accès à Internet, qui ne peuvent pas se faire accompagner, pour lesquelles vous souhaitez qu'il y ait un DUA de complété? Est-ce que vous souhaitez leur envoyer par courrier et le recevoir par courrier, ou est-ce que vous souhaitez les accueillir au niveau de l'ESMS pour pouvoir compléter avec eux le DUA et prendre ce rôle d'accompagnant? Ça dépendra vraiment de l'organisation de chaque ESMS. On ne peut pas vous donner une règle de base qui est tirée au niveau national par rapport à ça. Je reprends, les ESMS n'ont pas accès aux pièces du dossier MDPH qui a permis l'étude de la notification. Je crois que c'est la question qui avait été posée tout à l'heure. Donc, non, dans Via Trajectoire, il n'y a pas la totalité des pièces qui ont été déposées à la MDPH pour l'étude du dossier. Dans Via Trajectoire, il n'y a que l'orientation et les notifications associées qui apparaissent avec les données qui sont extraites du SI MDPH et qui sont injectées directement dans Via Trajectoire. Et je me suis permis de remettre en capture écran, puisque c'est un échange qu'on avait eu avec la CNSA au niveau national. Il y a eu un groupe de travail national par rapport aux pièces jointes complémentaires médicales qui étaient demandées par certains ESMS. Et la CNSA nous a fait une réponse écrite et ils nous ont autorisé à diffuser cette réponse écrite. C'est pour ça que je l'ai mise entre guillemets, puisque c'est vraiment une réponse de la CNSA par rapport à ces pièces jointes complémentaires médicales. Donc, je me suis permis de la mettre directement dans la conversation parce qu'elle est un peu longue, donc je ne peux pas forcément vous l'exposer là, mais ça regroupe, en fait, ça résume ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la CNSA estime qu'il n'y a pas de données médicales complémentaires à demander et que la notification doit permettre l'étude du dossier. Les établissements refusent actuellement le DUDA au profit de leur propre dossier d'admission. Là, moi, je peux... Au niveau du DUDA, moi, je ne peux pas vous répondre, hein, mais comme je le disais tout à l'heure pour le DUA, c'est un dossier qui vient compléter la notification et qui permet d'avoir des informations complémentaires fraîches pour se positionner sur une prise en charge ou non. Maintenant, l'usage du DUA n'est pas au national rendu obligatoire. Ça vient s'ajouter à, mais pas s'imposer à. C'est un outil supplémentaire pour vous aider et pas pour ramener plus de complexité. Alors, il rejoint le travail qui a été fait en Seine-Maritime, initié par les 3 communautés 360, avec un certain nombre, pour ne pas dire un nombre certain de SMS, sur l'harmonisation des pratiques d'admission. Et donc, c'est ce qui avait aussi conduit au DUDA, et qui était, enfin, je veux dire, déjà aussi largement inspiré du DUA. Donc, enfin, je veux dire, on converge vers le fait de compléter ce dossier et bon, j'ose espérer, imaginer que les établissements joueront le jeu et j'en doute pas, vu le travail qui avait été mené sur l'admission. Et la CNSA, dans la construction du DUA, avait mené une enquête au national, avait demandé à recevoir les dossiers des établissements, donc les dossiers individualisés de prise en charge des établissements, et avait repris un maximum de questions communes qui revenaient dans la plupart des dossiers. Donc évidemment, normalement, avec la mise en place du DUA, on est censé progressivement ne plus demander son propre dossier d'admission, mais de demander à l'usager de compléter le DUA qui, lui, serait complété pour tous les ESMS. Et donc, éviter à l'usager, s'il est inscrit dans 5 établissements, de compléter 5 dossiers. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain, évidemment, hein. La montée en charge au niveau du DUA et la prise en main de ce nouvel outil par les ESMS, ça va se faire de manière très, très progressive, hein. Ça ne va pas être dès demain qu'on va ne plus avoir les dossiers individualisés des établissements au profit du DUA, mais on doit tendre effectivement vers le fait de ne plus demander à l'usager, à partir du moment où la plateforme est ouverte, de ne plus demander à compléter X dossiers, mais bien d'en compléter un seul et de voir éventuellement les données complémentaires de mon établissement au moment de la rencontre avec la personne concernée directement. Ça converge dans la stratégie du numérique d'alimenter aussi après le dossier individuel, quoi, en fait. Donc, il y aura des alimentations pour éviter les saisies.
Je me permets de reprendre la main sur le partage. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien Hélène, je te confirme. Oui, c'est bon. Donc, juste pour vous donner quelques informations, parce qu'on parlait communication tout à l'heure, puisque évidemment, mes collègues là vous ont fait une présentation des fonctionnalités, mais on va organiser un certain nombre de webinaires pour présenter les fonctionnalités beaucoup plus en détail dans des webinaires qui seraient dédiés. Il y aura des webinaires et pour le portail particulier et pour le portail professionnel pour vous montrer comment l'utiliser. Et on a aussi un site d'information via Trajectoire Normandie, peut-être que vous le connaissez déjà. Je peux même directement vous le montrer via Trajectoire en Normandie. Donc, c'est ce site sur lequel, en fait, vous avez la possibilité d'accéder à tous les webinaires qu'on propose et de vous inscrire directement sans passer par les formulaires qu'on va vous envoyer. Et vous avez un espace donc dédié aux utilisateurs du libéral, espace particulier, référent en établissement. Hélène, je pense que tu n'as pas partagé ton écran parce qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas là l'écran Non. via Trajectoire? Alors, j'arrête. Donc, je vais présenter effectivement via Trajectoire Normandie. On peut retrouver en fait dès à présent donc, les utilisateurs en établissement avec les utilisateurs donc PH. Sur cette page, on va retrouver en haut le DUA. Et ici, vous allez retrouver donc un certain nombre d'informations qui peuvent être utiles lorsque vous allez utiliser et faire vos premiers pas avec le DUA. Ici, on retrouve toutes les informations. Qu'est-ce que le DUA? DUA. Vous pouvez avoir ici, grâce à ce lien, avoir accès au portail particulier. Ici, avoir accès au portail professionnel de Via Trajectoire. Et ici, vous allez pouvoir vous inscrire aux différents webinaires. Donc, lorsque vous cliquez, tout simplement, ça vous renvoie à la page qu'on vous a présentée tout à l'heure, tout simplement. Et ici, les inscriptions pour le webinaire. C'est les fiches que vous allez retrouver sur l'ensemble de nos webinaires avec le nom, le prénom, l'établissement. Vous choisissez votre date, une question à poser en amont du webinaire et les prérequis de la réunion. Donc tout à l'heure, ma collègue le disait, les invitations vont être envoyées à la suite de l'ouverture. Donc vous allez recevoir également avec dans le lien, comme lien dans cette invitation, les inscriptions sur les différents webinaires. Ici, on va retrouver la documentation. Donc avec les fiches pratiques, donc qui sont quand même assez utiles lorsque vous vous connectez les premières fois. Vous allez avoir les fiches pratiques DUA sur le portail particulier de Via Trajectoire et sur les fiches pratiques sur les accompagnements professionnels via le portail professionnel de Via Trajectoire. Chaque lien en fait envoie à une fiche pratique. Si vous avez une question spécifique, n'hésitez pas à retourner voir ces fiches pratiques. Lorsque vous les téléchargez, n'hésitez pas à vous les mettre dans un petit dossier sur votre PC. Ces fiches pratiques vous permettent de retrouver étape par étape, pas à pas, alors ce que vous allez pouvoir voir dans nos webinaires, ce qu'on vous a commencé à vous montrer aujourd'hui. Donc vraiment, les contenus sont très complets. Vous allez voir, il y a les encadrés, on vous montre où vous allez retrouver les petits onglets et qui vont vous permettre en fait d'utiliser les différentes fonctionnalités du DUA. En bas, on retrouve donc les guides utilisateurs. Donc les guides utilisateurs, ça va rassembler l'ensemble des fiches pratiques, donc que ce soit sur le portail particulier ou sur le portail handicap. Ici, on a Seine-Maritime, donc avec sur l'onglet Seine-Maritime, le flyer d'information du département de la Seine-Maritime, où on va retrouver, alors je dézoome un petit peu, je ne sais pas si vous le voyez bien, vous le voyez bien? Oui, tout à fait, c'est bon. Avec les différentes informations utiles, notamment donc, le numéro de la hotline via Trajectoire, le 0801 110 110, ça c'est la hotline pour les particuliers. Vous avez qui peut vous aider à remplir votre dossier, donc le conseil départemental, les comités 360, les plateformes de services, les associations spécialisées, les assistants sociaux, la maison départementale de l'autonomie et des aidants pour le territoire de Dieppe. On retrouve bien évidemment les différents partenaires de Via Trajectoire, donc le département, la MDPH, l'ARS et Via Trajectoire.
Ici, on vous fait un petit récap de ce que ma collègue vous a présenté tout à l'heure. Donc, avec Via Trajectoire, c'est quoi? Vous recherchez une place dans un établissement. Voilà, c'est un flyer assez simple et rapide de compréhension. Vous vous connectez pour la première fois. Je pense que ça va être le principal frein sur les premières fois. Donc, petit rappel sur, vous avez fait une demande d'orientation. Vous allez vous connecter sur le site, vous cliquez ici et on vous guide pas à pas pour vous connecter pour la première fois. Ici, on vous précise aussi comment créer un dossier unique d'admission, comment vous connecter, vous complétez le dossier unique d'admission. Et enfin, envoyer la demande. Il y a une petite brève vidéo de présentation. On va compléter aussi, ma collègue va rajouter au fur et à mesure les informations utiles et complémentaires de ce qu'on a vu aujourd'hui sur cet onglet. Donc, n'hésitez pas à retourner sur le site Via Trajectoire Normandie. Ensuite, enfin, qui contacter? Toujours la hotline nationale à destination des particuliers et les utilisateurs de Via Trajectoire. Bonjour et je suis désolée, mon écran. Merci Julie d'avoir pris le relais. Donc je viens de piquer le micro de Guillaume pour pouvoir finir la réunion. Je suis vraiment désolée. Je suis complètement figée de mon côté, j'ai rien du tout. Et justement, l'idée c'était de vous montrer le site et surtout sur l'onglet qui s'appelle Seine-Maritime, si jamais il y a des associations d'aide aux usagers qui ne seraient pas des associations gestionnaires ESMS qui pourraient prendre ce rôle d'accompagnant DEA et aider à compléter le DEA, en fait, nous, on pourrait tout simplement faire apparaître les coordonnées de ces structures là qui en ferait la demande sur le site. Donc, c'est par simple demande auprès de Normandie Santé. Et sachant qu'il y a d'ores et déjà des établissements qui utilisent Via Trajectoire sur lesquels, en fait, il y a la possibilité de rajouter cette habilitation accompagnant PH non médical qui permettrait à l'établissement, avec les mêmes accès qu'aujourd'hui, d'accéder au DEA et d'aider l'usager à compléter le DEA. Donc, je pense notamment à nos clics qui utilisent Via Trajectoire, à nos ESMS qui utilisent Via Trajectoire. Il suffit en fait de leur ajouter une habilitation pour qu'ils puissent aider les usagers à compléter le DUA. Et juste un petit rappel avant de vous redonner la parole pour si jamais vous avez encore des questions. Donc, la hotline particulier, la hotline professionnelle. Donc, nous, on restera en accompagnement des professionnels. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran cette fois-ci. Ou est-ce que ça... Oui, on voit bien ton C'est écran. bon. Oui, j'ai peur que ça rebug, je suis désolée. Donc, pour les professionnels, donc les ESMS notamment, les clics, tous les utilisateurs du portail pro, nous, on peut continuer à vous accompagner. On est disponible au niveau du support. Et donc, les particuliers qui voudraient, par exemple, faire leur première connexion, qui n'auraient pas les informations directement sur le courrier de la MDPH parce que c'est un ancien courrier, ils pourraient faire appel à la hotline nationale, soit par téléphone, soit directement sur le formulaire qui est disponible sur le site Via Trajectoire donc portail particulier et aidant pour demander de l'aide pour faire la première connexion. Et donc, vous allez recevoir, tous les participants à la réunion d'aujourd'hui vont recevoir dès cette fin de journée 2 invitations puisqu'on aura bien 2 portails, donc 2 types de webinaires. Un portail accompagnant PH, portail particulier et un accompagnant professionnel avec plusieurs dates de disponibles sur lesquelles vous pourrez vous inscrire. Est-ce que vous avez des questions complémentaires? Alors, normalement, dans le chat, j'avais répondu à un certain nombre de questions, mais comme mon écran s'est figé, forcément, il en manque. Alors, est-ce que tu arrives à voir ou tu veux que je te les Alors, au lise niveau et du CMPP, donc est-ce que les CMPP ont accès au portail particulier, au DUA? Donc, en fait, déjà, de facto, chaque accompagnant peut aller sur le portail particulier pour aider le particulier. Donc là, la connexion, elle se fait avec les codes de l'usager. Et comme le montrait Élise dans sa démonstration, en fait, il y a une question dans le portail particulier, est-ce que c'est moi qui complète les données ou est-ce que c'est un accompagnant qui complète les données? Sinon, une structure utilisatrice de Via Trajectoire peut avoir l'habilitation. Et si la structure n'est pas encore utilisatrice de Via Trajectoire, en fait, on a possibilité, nous, au niveau de Normandie Santé, de demander à l'éditeur Sarah de vous créer des structures pour que vous puissiez avoir ces fameuses habilitations. Et donc, dans le mail que je vais vous envoyer à l'issue de la réunion, vous aurez toutes les modalités, donc les informations à nous envoyer par mail pour qu'on puisse vous créer dans Via Trajectoire et que vous puissiez avoir ces accès. Et je crois du coup que là, ça a répondu à l'ensemble des autres questions.
La nouvelle version de Via Trajectoire pour les professionnels sera disponible quand? En fait, il n'y a pas de nouvelle version de Via Trajectoire, ça évolue en continu. On a 3 à 4 montées de version par an. Et le DUA, il est accessible à partir du moment où on a l'habilitation accompagnant PH non médical. Donc, c'est votre référent en structure. Si vous êtes déjà utilisateur de Via Trajectoire, c'est votre référent qui va pouvoir vous donner ces habilitations-là au sein de votre organisation. La seule petite chose que nous, on gérera, c'est pour les PCO, puisqu'en fait, les PCO ne peuvent pas être autonomes dans la gestion de ces habilitations-là. Les PCO sont obligés de nous contacter pour qu'on les aide à avoir ces accès-là. Mais sinon, les ESMS, par exemple, sont 100% autonomes pour avoir ces habilitations, de même pour les clics. Est-ce qu'il y avait d'autres questions Pourra-t-on transmettre les droits à l'usager? Alors oui, le SMS pourra donner les codes à l'usager et l'accompagnant professionnel pourra donner le relais à l'usager. Donc, il y a un bouton qui s'appelle « Donner accès à l'usager » et ça envoie un mail de connexion à l'usager. Donc, il faut obligatoirement une adresse mail, par contre. Juste, j'avais la petite question sur les dates de webinaire pour les profils accompagnants. Ils vont être publiés sur le site Via Trajectoire en Normandie? Alors, ils sont déjà publiés sur le site. En fait, là, si je retourne, alors moi, je ne peux pas retourner sur le site. Je ne sais pas, c'est Élise ou Julie qui projetait le c'est site. Julie, Je vous laisse reprendre la main pour montrer qu'en fait, sur la page d'information, donc, et sur la page d'accueil de Via Trajectoire, là où il y a tous nos webinaires qui sont recensés, il y a le lien cliquable. Et là, en fait, tout en bas, inscription sur le webinaire particulier, inscription sur le webinaire professionnel. Et si là, je te laisse cliquer dessus, il y a le formulaire qui s'affiche avec toutes les dates de proposer. Et dans tous les cas, dans les invitations qui partent aujourd'hui, normalement, à partir de 16h30, vous allez commencer à recevoir des invitations. N'hésitez pas à revenir vers moi si jamais vous ne les avez pas reçues. Par exemple, pour les inscrits de dernière minute, effectivement, il est possible que vous ne soyez pas dans la liste de diffusion, mais je vais la renvoyer à mes collègues. En fait, vous pouvez directement choisir la date de votre choix pour le webinaire. Merci. Et donc, il y a bien 2 types de webinaires. Donc, si vous voulez voir les 2 présentations, il faudra s'inscrire sur les 2 types de webinaires. Et là, vous allez recevoir les invitations là, à l'issue de la réunion. Donc, elles sont programmées, l'envoi est programmé pour 16h30. Les modalités de connexion inscrites sur les notifications, puisque en fait, la montée en production elle est prévue pour fin janvier. Ce serait effectif, alors soit sur la première CDA de février, donc le 2 février, ou la deuxième le 13. Voilà. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir vos micros, passer directement par le chat. Et sinon, évidemment, avec mes collègues, on reste joignable par mail. Hein. Dans le mail que vous allez recevoir tout à l'heure, il y a l'adresse pôle déploiement sur laquelle vous pourrez nous poser toutes les questions sur le DUA, son déploiement, ses usages et les formations qui seront réalisées et les présentations qui seront réalisées. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour clôturer cette présentation? Je pense qu'apparemment, on a fait le tour des toutes premières questions puisque c'était une première présentation. Eh bien, je vous remercie de votre participation. Merci à toi, Merci Hélène. Et encore Merci à désolée tous. pour le petit couac de fin des réunions. Merci à mes collègues d'avoir pris le relais en attendant que je puisse migrer d'ordinateur. Merci à tous pour votre participation. On va remercier Mme Thibaud-Doreno, M. Romac et puis le GRAD et la CNSA pour cette présentation. Et on convie à vous inscrire aux formations suite aux messages que vous allez recevoir. Merci. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci.